Bonjour à tous. Et oui, ça y est, la saison 1 est terminée. Cette semaine, 8 épisodes, des montagnes russes en termes d'émotion et d'appréciation, pour au final devoir attendre 2024 et plutôt même la deuxième moitié 2024. Ça va être long. Mais on n'est pas là pour faire le bilan de cette saison, ça arrivera, mais il faut laisser le temps à tout le monde, y compris à moi, de digérer cette saison de 8 épisodes. Donc on va se concentrer uniquement sur cet épisode 8, intitulé « Alliés ». Un épisode qui pour le coup ne nous a pas menti et nous donne pas mal de révélations. Bon, des révélations, mais aussi pas mal d'interrogations sur comment la série va se démerder pour relier tout ça avec ce qu'a écrit Tolkien. On en reparlera en partie spoil, mais il y a quelques petites choses qui laissent perplexe. Je sors de l'épisode, je dois l'avouer, un peu dubitatif. J'ai très hâte de voir la saison 2, mais j'ai aussi quelques craintes. En tout cas, je pense qu'il n'est pas spoilé de dire que l'épisode se concentre sur deux trames, et que l'une m'a beaucoup plus accroché que l'autre. Alors que j'aurais voulu presque que ça soit l'inverse. Mais bon, on va entrer donc directement dans la partie spoil pour ce dernier épisode qui marque aussi le début d'une longue attente pour connaître la suite. Comment reprendre le cours de son ancienne vie? Comment continuer lorsque dans son cœur, on commence à comprendre qu'on ne peut plus retourner en arrière? Il y a des choses que le temps ne peut cicatriser. Des blessures si profondes qu'elles se sont emparées de vous. Du coup, à partir d'ici, ça va spoil un max l'épisode. Donc attention, si vous n'avez pas vu, arrêtez-vous là. Clairement. Et on va y aller crescendo en commençant par Numénor. Et oui, du coup, Myriel reste pour l'instant bien aveugle alors que son père, lui, est mort. Tiens, d'ailleurs, ils ont de nouveau des bateaux maintenant. Bref. On fera le deuil de la scène dont avait parlé l'acteur de Pharazôn, Tristan Gravel, qui impliquait son personnage dans une conversation avec Tar-Palantir. Tant pis, on le regardera dans les bonus. Il serait en revanche toujours possible que Pharazôn ait précipité la mort du roi grâce à l'aide de servantes, mais son regard laisse honnêtement entrevoir toutes les possibilités. La tristesse, le calcul sur comment maintenant prendre le pouvoir, ou même le travail bien accompli. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que le rôle d'Éarienne prenne une telle tournure. Va-t-elle vraiment toucher le Palantir et avoir la même vision de la destruction de l'île? Du coup, elle pourrait devenir une sorte d'excentrique prêchant la fin du monde dans les rues d'Armélénos? Concernant l'étranger, enfin, je veux dire, maintenant qu'on l'on sait, on peut l'appeler l'Istar, le sage, le magicien. Honnêtement, je suis assez content. C'est l'une des possibilités que j'avais évoquées assez tôt dès l'apparition de la météorite, et c'est une idée qui m'allait très bien. En espérant que ça soit pas en Gandalf quand même. Et comme je l'avais imaginé, bien que l'on ait eu une confirmation de ce qu'il est, nous ne savons pas qui il est. Dans tous les cas, les prêtresses venaient du Rhûn et le prenaient pour Sauron. Visiblement, dans la série, tout le monde arrive en météorite. Au moins, vous me direz, c'est un transport qui ne fait pas grève. En revanche, elles se sont bien plantées quand même. La confusion est assez problématique, surtout pour elle, d'autant plus que la chef était dotée de sacrés pouvoirs. On avait déjà vu la téléportation et l'utilisation du feu, mais maintenant on a le changement de forme, la poussière magique... Bonne nuit les petits. Et le bâton magique. C'est Léviosa, et pas Léviosa. Alors, même si la magie est normalement utilisée plus rarement et à beaucoup moins grosse échelle dans les livres, en vrai, on ne va pas bouder notre plaisir. Le combat est très sympathique. Par contre, les prêtresses sont intrigantes. Est-ce ici leur vraie forme? Ce qui expliquerait comment elles arrivent à se téléporter et à changer de forme? Et surtout, la prêtresse principale porte ici une couronne. Aurait-on affaire à plus que de simples humaines ayant appris la magie? Cette trame narrative conduit donc à la mort du leader des Pieds Velus, Sadok Terrier, une mort cohérente même si le magicien aurait pu au moins faire semblant de vouloir aider.
Et finalement, je crois que je vais regretter un peu ce personnage, sauf si on ne voit pas les pieds velus avant un long moment, ce qui est tout à fait possible. Pareil, la scène des adieux de Nori était pour le coup très bien réalisée et très émotionnelle. Surtout ce assez déchirant de Poppy, qui, rappelons-le quand même, a perdu toute sa famille. Nous suivrons donc sûrement Nori et le magicien seuls dans la saison 2 jusqu'à ce qu'ils arrivent éventuellement aux parties civilisées du Rune, l'occasion de voir de nouveaux décors et civilisations. Et qui, je trouve, amène une petite vibes Sweet Tooth dans la série avec ce duo. Du coup, qui est ce magicien ? Alors, je vais continuer à prêcher la théorie selon laquelle il pourrait s'agir de l'un des deux mages bleus, ce qui serait une excellente idée, surtout si l'un des deux s'est tourné du côté du mal, et dans ce cas-là nous permettrait d'avoir de nouveau un combat magicien versus magicien, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui font quand même penser à Gandalf. Bon, à part la manière qu'a l'étranger de tendre la main vers le bâton qui là fait référence à Saruman, sinon on a quand même mot pour mot la phrase que prononce Gandalf dans la communauté de l'anneau. Dans le doute, Elanor Brand-Pied. Il faut toujours suivre son flair. Dans le doute, Meriadoc, il faut toujours suivre son flair. Et il transforme mine de rien les prêtresses en papillons, papillons qui ressemblent beaucoup à celui avec lequel Gandalf avait des discussions assez passionnantes. Et pour finir, passons donc à la deuxième grosse trame narrative de l'épisode, et aussi grosse révélation, et un petit peu malheureusement la grosse déception hélas de mon côté. Halbrand et Sauron. Je ne voulais pas voir ça. Je sais qu'il y avait beaucoup d'indices, on me répétait ces indices constamment, mais je dois avouer que pour le coup j'ai fait un peu la sourde oreille et que je ne voulais pas les voir et les entendre puisque honnêtement c'était un peu trop facile. Et surtout ça rendait Galadriel un peu bête. Mais voilà, force est d'admettre que Halbrand n'était autre que Anatar, / Sauron, / le nécromancien, / tout ce que vous voulez. Et la révélation s'est faite très rapidement. Alors même que honnêtement les interactions du coup Sauron-Celebrimbor sont géniales, notamment cette scène c'est quelque chose que beaucoup attendaient dont moi, mais c'est rapide, tellement rapide. On s'en doutait déjà un peu, étant donné que le nom d'Anatar, le nom que porte Sauron lorsqu'il se présente aux elfes, n'est pas dans les impadis du Seigneur des Anneaux, la série n'avait peut-être donc pas le droit de l'utiliser. Au final, même l'appellation de Seigneur des Dons n'est que sous-entendue avec cette petite phrase « Call it a gift. » Oui, ok, en VF ils ont dit cadeau, du coup ça marche pas. Et c'est vrai que la série était face à une difficulté. L'idéal aurait été d'introduire un elfe mystérieux ayant de bonnes connaissances en forge, mais à la seconde où le nom Anatar ou même le terme Seigneur des Dons aurait été prononcé, une bonne partie des gens se seraient rués sur internet pour se renseigner, tout cela pour découvrir que finalement c'est Sauron déguisé. Donc le fait d'introduire en un seul et unique épisode Anatar, puis de dévoiler qu'il n'est autre que Sauron, peut être compréhensible. Mais on reste quand même clairement sur notre faim. Surtout qu'on se dit qu'on a quand même vu Sauron en débardeur sur un radeau, puis très proche de Galadriel, voire limite trop proche, pour au final qu'il se retrouve les abdos à l'air sur un lit aux bons soins d'infirmières elfes. Internet risque de se régaler avec ça. Ajoutons à cela quand même que Celebrimbor passe un peu pour un débile. Pour quelqu'un qui est censé être un maître forgeron, descendant du créateur des Silmarils, bon ok, vous me direz, il a pas nécessairement hérité des talents de son aïeul. Mais dans les livres, théoriquement, si. Enfin, en partie. Là, on a l'impression qu'il ne connaissait pas l'alliage de métaux. Ça la fout un peu mal. Mâche pas. Caillou, mâche pas. Faites bébé. Faites bébé. Fusion. Ne pourrait-il donc pas y avoir un alliage pour sublimer les qualités de votre minerai? Alliage? D'ailleurs, au passage, alors je suis pas forgeron, loin de là, mais ça a une vraie utilité, tout le petit circuit là? Il n'aurait pas été plus simple de verser le métal directement dans les moules?
Un petit mot aussi sur le morceau de mithril qui fait ressembler le mélange à un œil. Mais bon, autant que la météorite avec l'étranger au centre pouvait aussi y faire penser. Et au final, on se demande quel a été l'intérêt de construire une grande forge qui n'aura dans la saison 1 servi à rien. Vous me direz, elle servira sans doute en saison 2 pour les autres anneaux. On regrettera encore et toujours l'absence chronique de temps de présence à l'écran de Gil-galad, et parfois son caractère, mais bon, au moins on a pu voir vite fait sa lance Aeglos, et du coup, oui, la photo de la promo était issue de l'épisode 8, de l'épisode final. Enfin, parlons de Galadriel. D'un côté, elle passe un peu pour une cruche, en n'ayant jamais perçu ne serait-ce qu'un instant une infime partie du côté maléfique de Halbrand, mais d'un autre, cela nous permet d'avoir de très beaux moments. Non, je ne parle pas de celui sur le tronc d'arbre, mais notamment cette phrase de Sauron. Je n'oublierai jamais cela. Et je ferai en sorte que tout le monde s'en souvienne. Ou encore plus, toute sa manipulation mentale sur les souvenirs de l'elfe. Petit mot au passage pour dire que l'acteur de Finrod fait particulièrement le taf et est excellent en tant que faux Finrod, un peu voire beaucoup angoissant. On a aussi la référence à ce que dit Galadriel dans la communauté de l'anneau. Je ferai de vous une reine, aussi belle que la mer et le soleil, plus forte que les fondements de la terre. Vous aurez une reine! Non pas ténébreuse, mais aussi belle et terrible que l'aurore, aussi traîtresse que la mer, plus forte que les fondements de la terre. Et c'est assez fou, mais ça ajoute quelque chose à cette scène du film. Certains pourraient y voir un scandale et une trahison, mais maintenant, en voyant cette scène, nous reviendra en mémoire ce moment de Galadriel et Sauron, enfin Sauron Halbrand, Saubrand, Halbron, enfin bon, bref. Des scènes qui sont toutes bien réalisées, mine de rien. Concernant la création des anneaux elfes, cela amène beaucoup de questions. Normalement, les 3 sont forgés après ceux des hommes et des nains. Or là, je vois mal comment faire revenir Anatar pour aider Celebrimbor à créer les autres anneaux. Le tout, enfin, dans la nouvelle forge. Ou alors le forgeron elfe créera seul le reste des anneaux de pouvoir, mais comment Sauron y insinuera-t-il un peu de sa malveillance ? Comme je vous l'avais dit, évidemment Galadriel marque l'acceptation de la mort de son frère par le sacrifice de sa dague afin de créer les anneaux. Des anneaux qui, c'est vrai, ne ressemblent pas beaucoup à ceux aperçus dans les films de Peter Jackson, et qui peuvent être visuellement un peu moins beaux, surtout par ces pierres non taillées. A voir quand même si Celebrimbor ne leur donnera pas ensuite en saison 2 un petit coup de polish. C'est du coup un épisode relativement clivant. Il risque de perdre certains fans, surtout les plus hardcore au niveau du lore, mais je pense qu'il faut quand même largement laisser sa chance à la saison 2. J'ai personnellement très hâte de la voir, mais malheureusement mes peurs n'ont pas été apaisées par cette saison 1. Donc au final j'attends la saison prochaine comme j'ai attendu la saison 1, avec de l'impatience mêlée d'un peu d'angoisse. Et ça pour le coup c'est un peu dommage. La saison n'a pas réussi à faire dissiper toutes les craintes, et n'a pas réussi à nous rassurer totalement. Après, il faut être honnête aussi, est-ce que le pari d'Amazon ait réussi d'adapter Le Seigneur des Anneaux, surtout le 2e âge, en série? Pour l'instant, je pense qu'on peut dire que oui. Le pari est réussi. Quand vous voyez les autres projets proposés par Netflix ou HBO, honnêtement, je pense qu'on a évité de loin le pire. Après voilà, il y a des choses à améliorer, on en reparlera quand on fera le bilan de la série, enfin, de la saison, pardon, dans quelques jours, et à cette occasion, on parlera aussi des pistes scénaristiques pour la saison 2, mais il y a de l'espoir, et honnêtement, la série est pour l'instant pas si mal du tout. On me demande beaucoup si je devais donner une note, quelle note je donnerais à la saison 1. Honnêtement, je tablerais sur un 7 sur 10. Elle est bien, même pour les néophytes, elle fait à peu près le taf. Et je pense que pour une saison 1, 7 sur 10, c'est quand même relativement acceptable. Dans tous les cas, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus longuement de cet épisode 8 ce soir sur Twitch à 21h. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.